Bonjour, je vais vous parler de la gratuité, en rapport d'ailleurs avec la vision. On dit par exemple souvent ça ne coûte rien de regarder. Si vous devez en étalage, n'importe quoi, du moment que vous n'achetez rien, vous ne payez pas. Ça montre que ce qui est dans le domaine de la vision, du regard, ça a un avantage, un signe, qui est celui de la gratuité. On ne rentre pas dans une commercialisation. Il n'y a pas de rapport d'argent. On sait en revanche que dès qu'il s'agit de contacts autres que visuels, eh bien, sexuellement ça s'achète, ça se paye. Sur le plan même de la parole, du son, il y a une durée. Il y a une durée. Et cette durée, ben forcément, ça crée une immobilisation. Et donc, quelque part, ça crée des obligations. Ce qui fait la force du visuel, c'est qu'il peut être extrêmement furtif, en fait. Je peux voir quelque chose pendant 10 secondes, et ça me suffit. Donc, non seulement je ne touche pas, mais en plus, c'est presque imperceptible. On ne peut même pas prouver à proprement parler que j'ai regardé, que j'ai vu ceci ou cela. Donc, quelqu'un qui vivrait de visuel, il n'aurait rien à payer à personne. Il se nourrirait tout simplement de clins d'œil, je dirais presque, comme disent les Allemands, Augenblick, c'est-à-dire de moments. De moments. Augenblick, dans le mot Augenblick, il y a le mot œil d'ailleurs, c'est intéressant. Ein Augenblick, ça veut dire le clin d'œil, mais pas vraiment. Un moment d'œil, un clignement d'œil. Donc il y a une économie du visuel qui est une économie de la gratuité. Une économie soft, en quelque sorte. Et le philosophe, au sens de Diogène par exemple, c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas être attiré par cette soft économie où finalement on ne s'attarde pas, on capte en quelques dixièmes de seconde quelque chose, on se nourrit comme ça de regard, le regard nous nourrit, et surtout, on ne prive pas l'objet regardé de quoi que ce soit. 1000 personnes peuvent regarder un même objet, ça ne change rien à l'objet, quelque part. Donc, on est également encore une fois, dans une économie très soft, puisque on peut nourrir un nombre illimité de personnes en quelques secondes avec un objet, une personne à regarder. Par exemple, des gens qui regardent pendant quelques secondes à la télévision un visage, quelqu'un qui leur parle, qui ne parle pas, même qui est là, qui les regarde. C'est le fameux Big Brother. Il regarde, il vous regarde, il faut le regarder. Non, façon de parler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis très intéressé par les recherches sur la gratuité. Dans le mot gratuité, il y a d'ailleurs cette idée de la base, je te remercie, gracias, grâce, je te rends grâce, mais bon, c'est tout, sans plus. On n'a pas, ce qui vient de moi-même, je n'ai pas à le vendre, n'est-ce pas? C'est aussi ça le problème. On n'a pas à vendre ce qui vient de nous-mêmes. On a à vendre ce qui ne vient pas de nous-mêmes. Ce que nous avons importé. C'est un paradoxe, mais nous vendons ce que nous importons. Nous ne vendons pas ce qui vient de nous. Pas forcément. Et par conséquent,
Si moi, grâce à mes yeux, je peux voir quelque chose et je peux me nourrir de ce que je vois, je n'ai pas à le payer non plus. Donc, à quel moment doit-on réellement payer quelque chose? C'est la question qui se pose. À quel moment est-il indispensable de payer? De payer, c'est-à-dire de faire payer, et qu'on me fasse payer. On peut imaginer une civilisation où personne ne paye rien, où chacun se nourrit de ce qu'il voit, mais il le fait de façon soft, c'est-à-dire en douceur. Ça ne coûte rien à personne, je regarde, je ne fais de mal à personne, je capte des choses. C'est un peu comme une histoire des énergies renouvelables. Par exemple, je ne paye pas pour me dorer au soleil. Je ne paye pas pour voir le jour, pour regarder. Par contre, je vais payer pour l'électricité que je consomme, la nuit. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas à payer. Je n'ai à payer que lorsque je vais au-delà de ce qu'on peut me proposer de gratuit. Au-delà du gratuit, je dois payer. Il y a un seuil de gratuité. Et si je veux avoir plus que cette gratuité, que ce que cette gratuité me permet d'avoir, là, il y a un problème. Et ce problème, il est dû, à mon avis, en partie à une certaine détérioration. Par exemple, si je vois mal, je dois acheter des lunettes. Si je perds la vue, je dois aussi trouver d'autres moyens de me nourrir. La thèse que j'ai développée depuis un certain temps, c'est que c'est le handicap qui pèse sur l'économie. C'est l'abus de fragilité, l'abus de faiblesse qui pèse sur l'économie. Quand les gens viennent vous voir en vous disant il faut qu'on vous aide en échange de services. Et est-ce que c'est vrai? Dans bien des cas, ce n'est pas vrai. Dans bien des cas, je pourrais très bien trouver en moi-même les ressources, mais j'importe. C'est comme dans le domaine linguistique. L'anglais a importé des milliers de mots français, alors qu'il pouvait très bien trouver des ressources dans sa propre langue. C'est une faiblesse. Et ça déclenche de l'économie, quelque part. Mais là, c'est paradigmatique, là. Bon. Mais est-ce qu'on a besoin d'échanger? Échanger, ça veut dire déjà dire, voilà, tu as quelque chose que je n'ai pas, moi j'ai quelque chose que tu n'as pas. Pourquoi est-ce qu'il me manquerait quelque chose? Il faut se nourrir, certes. Mais là aussi, la nature peut être généreuse. On peut se nourrir de choses qui n'ont pas à être payées. Par exemple, un exemple ridicule, mais on peut évidemment aller dans les endroits où on trouve des fruits dans les arbres qui n'appartiennent à personne, par exemple. On peut se nourrir comme ça de cueillettes, de chasse. On n'élève pas les animaux, on prend ceux qui sont là. On ne cultive pas les fruits, on prend ceux qui sont là. Donc nous avons dans notre histoire une histoire de gratuité. Et en plus, on consomme ce que la nature a, et finalement, les fruits ils poussent de toute façon, il faut bien les manger, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et puis les animaux ils meurent, il faut aussi bien, ils sont tués, on peut aussi les ramasser. On est obligé de. C'est un bon moment où l'autre jour j'en parlais, je disais, il faut distinguer les gens qui mangent, il faut distinguer les produits d'élevage et les produits de la chasse. Il faut distinguer les produits de la culture
et les produits de la cueillette. Je crois que c'est quand ce sont les. Il faut distinguer les gens qui ont un fonctionnement normal et les gens qui ont un fonctionnement anormal. Les pays qui vivent dans des conditions de température et de climat normal et les pays qui vivent dans des conditions anormales. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on est allé vivre dans des conditions anormales alors qu'il y a des climats qui se prêtent à cela. Ça aussi c'est une question. Qu'est-ce qui a poussé des populations à aller vivre dans des endroits pas possibles et qui exigent justement un commerce? C'est pas par hasard que les pays les moins favorisés sur le plan climatique sont ceux qui ont développé les plus grandes économies. Je renvoie aux travaux d'ailleurs de Max Weber qui n'a pas vraiment touché de ce sujet-là, mais enfin, la question du climat est certainement liée à la question de l'économie. Une économie méditerranéenne, une économie tempérée, n'a pas les mêmes contraintes qu'une économie de trop grande chaleur ou de trop grand froid. C'est pour ça que nous, en France, on a une position un petit peu tempérée, avec des contraintes faibles au niveau, je sais pas, climatique, etc. Donc, je dirais que l'état naturel, l'état optimal de la nature humaine, c'est effectivement, ça se solde par la gratuité. Et ce n'est que lorsqu'il y a une dégradation quelque part que l'on introduit d'autres considérations et d'autres modes de relation. Voilà ce que j'en pense. Donc, la vue est par excellence le mode de communication qui est gratuit, d'autant plus que la vue ne passe pas par les langues. Voir quelqu'un, ce n'est pas étudier, comprendre ce qu'il dit linguistiquement. Donc là, il y a déjà une lourdeur au niveau du passage de l'écrit à l'oral, c'est que, sauf à quelques signes comme ça qui seraient universels, mais de manière générale, il y a un apprentissage de telle et telle langue. On est dans le Babel. La tour de Babel, c'est aussi ça, peut-être. C'est le passage d'une communication par le regard à une communication par la parole, qui implique une diversification des langues, alors que la langue visuelle est une langue universelle, peut-être. Il est possible aussi qu'il y ait eu plusieurs humanités. Là, je reviens sur un thème que j'ai abordé il y a un certain temps, et bon, que je rappelle comme ça en passant, mais il est possible aussi que des humanités qui aient vécu dans les ténèbres, dans l'obscurité, par la force des choses, parce que à l'extérieur c'était trop dangereux pour elles, par exemple, et étaient obligées de développer étaient obligées de développer autre chose que le visuel. Et étaient obligées de développer le son. Et le son c'est déjà autre chose. Ça permet effectivement, c'est lié au départ, c'est lié à l'absence, c'est lié à la distance. On peut entendre quelqu'un de beaucoup plus loin qu'on peut voir son visage. Je peux entendre la parole de quelqu'un de bien plus loin que de regarder ses traits, ses yeux. Donc là aussi, pourquoi est-ce que les gens s'éloignent? Qu'est-ce qui fait qu'on se quitte, qu'on se sépare? Se sépare, c'est-à-dire qu'on se perd de vue, littéralement. Et aussi, il y a une crise quelque part qui fait qu'il y a un dysfonctionnement qui aboutit à cela, ce résultat, et à ces procédés de compensation qui passent par la parole, par l'écriture aussi. Même en 2014, je suis obligé de dire que on continue aujourd'hui, les gens qui sont à peu près normaux continuent à
à se nourrir de ce qu'il voit. Je ne parle pas de cinéma, je parle tout simplement du spectacle de la rue, du spectacle, voilà, des gens qu'on croise, des gens qu'on rencontre, des gens qui nous sont proches, nos voisins. Le plaisir de voir l'autre, de regarder, de croiser son regard, de lire en quelques secondes quelque chose sur son visage. Parce que nous émettons des messages. Nous sommes tous porteurs de messages, qui ne sont pas des messages écrits, qui sont des modes d'expression. Souvent, on est attiré par quelqu'un pour cette raison. Parce qu'il se dégage de sa personne un message qui nous plaît, qui nous nourrit, qui nous comble. Voilà. Là aussi, il y a, de ce côté-là, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas vraiment changé. Et il n'est pas souhaitable qu'elles changent. Et surtout, j'insisterai sur ce point, une fois de plus, il ne faut pas que ce qui est l'exception devienne la règle. C'est-à-dire que les handicaps, les solutions pour des personnes qui ont un handicap finissent par devenir le mode de fonctionnement normal d'une société. C'est l'élite, quelque part, en tout cas ceux qui sont normaux, qui doivent donner le là.